Alors bonjour Yana Grunspoon. Alors on vous reçoit aujourd'hui pour ce livre en fait, La fabrique des discours propagandistes contemporains, comment et pourquoi ça marche. Donc c'est un livre aux éditions L'Harmattan, un livre très dense, un livre qui m'a semblé extrêmement intéressant, voire même plus que ça, un livre nécessaire. Et j'ai souhaité vous recevoir sur la chaîne pour parler de ce livre-là. Alors, je vous remercie d'avoir accepté l'entretien. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Merci beaucoup Cyril de votre invitation, très flatteuse, car votre chaîne est connue. Et surtout pour la promotion que vous avez faite de mon livre, je vous dirai pourquoi c'est rare. Alors pour me présenter, je suis maître de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle. Mais par ailleurs, je suis aussi membre du CERIF. C'est une association qui est créée par Florence Bergeau-Bleclerc, qui travaille sur notamment l'idéologie frériste, mais aussi sur toutes sortes d'idéologies, leur fabrication et leur construction. Et je suis par ailleurs créatrice du blog Perdition idéologique et d'une chaîne homonyme qui propose les discussions sur les idéologies contemporaines qui traversent notre société. Une chaîne qui gagne à être connue, honnêtement, c'est comme ça que je vous ai découvert et j'aime beaucoup la chaîne, j'aime beaucoup le format, il y a une très grande qualité dans les entretiens. J'invite tous ceux qui nous regardent à aller regarder cela. Je mettrai un lien en description de toute façon. Alors, nous Merci. allons parler évidemment, comme le livre nous y invite, des mythes et propagandes modernes, contemporaines. Ce que j'aimerais qu'on fasse en début d'entretien, c'est d'abord parler en fait des idéologies, de quelques idéologies et propagandes contemporaines justement qui se déploient dans notre société, pour pouvoir plus tard dans l'entretien, eh bien essayer de comprendre sur quel ressort elles s'appuient pour se déployer, comment elles font pour faire taire ceux qui sont contre elles, et puis comment elles font pour gagner du terrain. Et c'est tout cela que l'on va voir dans l'entretien. Alors je commence par la première question. Euh, Vous parlez dans le livre de l'idéologie du genre et de son prosélytisme actuel. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'idéologie du genre et pourquoi est-ce que pour vous c'est une idéologie? Alors, je vais commencer peut-être par une esquive, comme on dit dans les sports de combat, pour ne pas répondre tout de suite à votre question. Je vais vous dire quelle était la raison de l'écriture de ce livre. Ouais. En fait, comme je viens de le dire, je suis universitaire. Et donc, je passe le plus clair de mon temps à l'université. En tout cas, je passais le plus clair de mon temps à l'université. Ça fait 24 ans que j'enseigne et que j'apprends également, etc. Et donc, je peux vous dire que pratiquement toutes les idéologies que je décris dans mon livre sont nées au sein des universités, parce que je m'intéresse aux idéologies contemporaines qui s'inscrivent dans les archives historiques, mais certaines sont clairement la production des intellectuels, parce que comme disait Orwell, seuls les intellectuels parfois peuvent produire des idées qui apparaissent extrêmement étranges aux communs de mortels. Et donc, c'est un lieu où sont nées les idéologies contemporaines. Pour la plupart, je les considère comme pernicieuses, et on en parlera aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut, voyez, avoir plusieurs approches. Une approche que les universitaires adorent et qui est neutre, où il n'y a pas de parti pris. Et il y a une autre approche qui est la mienne, c'est l'approche critique. Parce que quand j'ai intégré l'université, je l'ai fait évidemment par l'amour du savoir, où c'est le lieu que j'idéalisais, comme beaucoup de jeunes étudiants à l'époque. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Et j'ai découvert qu'en fait, l'université fonctionnait comme le clergé, c'est-à-dire comme l'Église. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire de l'université, on voit très bien que c'était une filiale de l'Église et que tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'idéologie dominante était effectivement propagé par l'université. Ce n'était pas le lieu, comme on dit, le temple du savoir, l'antre sacré du savoir, etc. Toutes ces métaphores me paraissent aujourd'hui très exagérées. Et donc, de l'idéaliste du savoir que j'étais, je suis devenue, je dirais, réaliste en ce qui concerne la production des idéologies et pas du savoir. Je parle des universités d'aujourd'hui. L'introduction. Alors, en ce qui concerne justement les théories du genre, eh bien, ça commence à l'université. C'est le lieu où ces théories sont nées. Et la rencontre avec ces idéologies, d'abord, elle est bien évidemment expérimentale. C'est-à-dire qu'elle n'est pas tout à fait théorique. Je me souviens que ça a commencé, en tout cas
dans mon expérience en 2015, où une étudiante me rend un travail où elle utilise l'adjectif genré et elle parle des choses que j'ignorais complètement parce que je suis linguiste, je ne suis pas idéologue, je travaille sur les faits de langue, les choses tout à fait concrètes et matérielles, dans la matérialité de l'énonciation. Et donc, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que de quel genre parlez-vous? Le seul que je connaisse lorsqu'on parle du savoir, c'est le genre grammatical, en tout cas dans notre domaine, parce qu'il s'agit des sciences du langage. Je dirais plus tard que les théories du genre sont produites par les littéraires qui adorent toutes sortes de récits, de narratifs, on va y revenir. Et il me dit, mais comment vous n'êtes pas au courant? C'est le problème français. Ici, il n'y a pas de département qui s'occupe des études du genre. Ça vient des États-Unis. Nous sommes très en retard. Et elle me fait tout un discours qui ne répond pas à ma question. Mais qu'est-ce que c'est? De quel genre parlez-vous? Et ensuite, ça continue à se propager. Et donc, peut-être que cette discussion, elle était une sorte de prémisse, quelque sorte, de ce que j'ai perçu par ailleurs. Ensuite vient l'époque de ce qu'on appelle l'écriture inclusive et l'inclusivisme par la suite. Donc, cette idéologie, en ce qui concerne la France, peut-être pas les États-Unis, mais la France, commence par ce qu'ils appellent un regard critique sur la langue. Et alors, comment ça se passe? D'abord apparaît cette fameuse écriture inclusive à laquelle, au début, je n'ai pas fait l'attention. Toutes sortes. Je pensais que c'était une sorte de jeu ludique auquel s'adonnent les universitaires, qui trouent la langue en mettant des petits points par-ci, par-là. Mais ensuite, ça, c'est devenu beaucoup plus sérieux. Et quand je commençais à m'y intéresser, je me suis rendu compte que les théories qui concernent l'écriture inclusive n'ont pas été créées par des linguistes, mais par un homme d'affaires qui a une agence de communication et par une professeure de littérature, non pas du tout de linguistique. Mais ils se sont autoproclamés linguistes. Et donc, quelle était l'idée essentielle, quelle est toujours l'idée essentielle, c'est que la langue, c'est un lieu de l'injustice sociale. Car selon l'idéologie dominante dans laquelle nous vivons dans une société très injuste, sexiste, raciste, homophobe, islamophobe, etc., etc. Et donc, il y a deux groupes. Il y a les groupes des opprimés, il y a les groupes des oppresseurs. En gros, je vais y revenir peut-être de manière un peu plus élaborée. Et donc, parmi les opprimés, on a trouvé une catégorie de femmes. Ça a commencé de cette manière. Les femmes étant proclamées opprimées, il faut chercher l'oppresseur. Et l'oppresseur, bien sûr, c'est l'homme, mais c'est aussi la langue. Il s'est trouvé, selon ces théories, que la langue est un lieu où se produisent les injustices sociales, et ces injustices sociales peuvent être traduites, je fais du discours rapporté de ces idéologues, par le fait de l'existence du genre masculin, pas seulement par son existence, mais par sa prééminence en langue. Donc, parfois, quand on lit leurs textes, on ne comprend pas très bien s'ils parlent de l'existence du genre masculin ou de l'homme, parce qu'ils confondent ces catégories de manière très aisée. Et donc, il a été proclamé que le genre masculin commet une violence à l'égard du genre féminin, de la même manière que les hommes commettent les violences à l'égard des femmes. Et donc, c'est une injustice qu'il faut absolument corriger. À cela, absolument aucun argument factuel, réel, etc. Pourquoi? Parce que quand on raisonne en tant que linguiste et non pas en tant qu'idéologue qui est en train de changer le monde, on sait que le genre, c'est une catégorie grammaticale. Dans d'autres langues, ça peut s'appeler classe nominale et pas seulement le genre, qui sert à diviser le lexique en groupes. En français, il y a deux genres. En russe ou en allemand, il y a trois genres. Ça permet de dire qu'il y a trois types lexicaux en langue et donc qu'il y a trois types de noms et ces noms exigent tel ou tel accord syntaxique. Simple et factuel. C'est comme ça que les langues fonctionnent. Mais dans la perspective du genre, ce n'était pas du tout le cas. Et donc, on nous a expliqué que non, le fait que quand on accorde les noms et les adjectifs des genres différents, on utilise le masculin, qui est en fait un genre neutre. Donc, c'est une discussion très technique. On ne va pas peut-être user vos auditeurs, vos spectateurs. Ils peuvent toujours lire les ouvrages spécialisés, mais c'était le début disons, de cette attaque. Et par la suite sont nées aussi les théories inclusives, parce que ce qu'on appelle l'écriture inclusive, que j'ai appelé dans mon livre une maladie imaginaire de la langue, c'est-à-dire que la langue étant le lieu de l'injustice sociale, c'est une mythologie idéologique, mais pas du tout un fait linguistique, et j'appelle ça le knockisme. C'est-à-dire comme dans la pièce de Jules Romain, Docteur Knock invente les maladies pour pouvoir les guérir et aussi pour pouvoir s'enrichir.
Et c'est ce qui s'est passé avec les universités parce que la langue étant injuste, la société étant injuste, on a même pu lire que le fait de l'existence de deux genres, féminin et masculin, produit l'injustice des salaires. Je ne sais pas comment on peut prouver le lien du salariat avec la grammaire. Ça, je le laisse à mes collègues qui savent le faire, peut-être. Mais en tout cas, on a assisté à ce genre d'attaque. Et donc, par la suite, j'ai bien vu que attaquer la langue, ça n'a pas suffi. Ça a effectivement produit toute une industrie inclusive. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'industrie inclusive? Eh bien, c'est l'apparition des charges, c'est l'apparition des postes. Et on a vu surgir tout un tas de référents violences sexistes et sexuelles qui veillaient à la bonne utilisation de la langue, qui veillaient à ce que, non seulement au comportement et aux conduites, mais qui veillaient à ce que les violeurs potentiels qui parleraient mal ne courent pas dans les couloirs de l'université. Et donc, il y a quand même beaucoup des sommes importantes qui ont été investies dans ce genre de choses. Par la suite, on a assisté à une apparition de colloques sur la démasculinisation de la langue, démasculinisation des sciences humaines, démasculinisation de l'espace social, pourquoi pas bientôt euh, l'échafaud pour tous les hommes. Mais je plaisante, mais tous ces colloques et tous ces événements ont demandé des sommes colossales. Et donc, finalement, ça coûte à l'université et on en arrive aussi à un moment où si vous déposez un projet quelconque pour l'Agence nationale de recherche, si le mot genre n'apparaît pas, vous ne pouvez rien obtenir. C'est-à-dire que si vous voulez faire une recherche sur le genre grammatical, il faut absolument montrer que c'est lié à l'indiscrimination des femmes et des hommes. Et donc, tout cela continue. Et quand je vois tout ça se développer, ça me fait penser évidemment à ce que j'ai bien vu en Union soviétique, car je suis née et j'ai quand même passé pas mal de temps pour pouvoir observer certaines choses, où toute la société est divisée en ce qu'on peut appeler les méchants et les gentils. Et donc, tous ceux qui n'adhèrent pas à cette idéologie sont considérés comme suppôts de l'extrême droite, de l'antiféminisme, de misogynie, etc. Et quand on a bien critiqué avec d'autres collègues ce genre de choses, enfin, les théories inclusives, à mes collègues hommes, il a été dit qu'ils étaient misogynes et antiféministes, et à moi, il a été dit que j'étais dominée par les hommes. Vous voyez? Et en fait, ça rappelle très bien toute la rhétorique totalitaire. Ça n'est pas une, celle-là. C'est une rhétorique autoritaire. C'est pas la même chose que j'ai bien connue. Et donc, j'ai eu l'impression, quand on objecte à ces idées, parce que ce sont des idées au départ, et donc l'université suppose le débat, je le dis bien, les débats, il n'y en avait pas. Et donc, quand j'ai proposé des débats, on m'a dit qu'on ne discute pas avec les débiles. Je cite vraiment les réponses que j'ai obtenues de mes collègues. Et donc, vous voyez, c'est comme ça que se crée cette dichotomie manichéenne où vous avez les bons et les méchants, et les méchants sont ceux qui n'adhèrent pas à cette idéologie du genre, finalement qui a réussi, et qui a Et, réussi non seulement pour des raisons idéologiques, mais aussi pour des raisons économiques. tout à fait, et vous avez raison de le rappeler. Avant d'aller plus loin, c'est très intéressant tout ce que vous nous avez dit, mais il y a une question, moi, qui est dans ma tête et que je me suis posée. Alors, vous donnez quelques réponses, mais comment est-ce possible? J'ai pris à dessein, en ce début d'entretien, l'idéologie du genre, parce que l'idéologie du genre, factuellement, en fait, scientifiquement, en fait, elle n'a aucune. C'est une hypothèse. C'est même pas du tout une théorie. On parle de théorie du genre, mais il n'y a pas de véritable théorie scientifique. On est sur des hypothèses. Vous le disiez en linguistique, on est également dans des hypothèses, mais je veux dire, on a séparé en fait la biologie en fait du genre social, mais cette dichotomie qui est faite entre le genre social et la biologie, c'est tout ça, ce sont que des hypothèses en fait. Comment est-ce que des hypothèses peuvent se développer avec l'autorité scientifique aussi facilement dans des universités qui sont censées être les antres du savoir, et puis je sais pas, encore plus dans un pays comme le pays, pardonnez ma naïveté, mais au pays de Descartes, au pays du cartésianisme. Euh, c'est une question fondamentale. Comment se propagent les idéologies? Alors, vous avez touché à une chose très importante et j'ajouterais juste avant de répondre que quand on regarde ces théories, vous avez utilisé le mot scientifique, je me méfie de ce terme, je préférerais le terme rigueur parce que quand on parle du terme scientifique dans certaines
preuve, c'est un terme qui est plus approprié aux sciences exactes, peut-être qu'aux sciences humaines. Et les sciences du langage, malgré certains modèles qui sont extrêmement stricts, je parle de la syntaxe notamment, peuvent impliquer aussi les hypothèses et la preuve par le réel. Donc la rigueur plutôt que la scientificité. Et dans ce sens-là, c'est une très bonne question parce que toutes les théories inclusives, et je parle de l'inclusivisme linguistique, quand on les analyse, on voit une contradiction phénoménale. Parce que qu'est-ce que ça implique? Je vous donne un exemple. On a reçu à l'Université de Paris 3 une sorte de décalogue où on nous préconisait les manières de parler. Il faut parler comme ça et pas comme ci. Il faut appeler les hommes par les noms masculins, les femmes par les noms féminins, ce qui vous fait tout de suite rire parce que si vous dites Marie Chantal est le personnage du roman de Balzac, eh bien, je ne vois pas comment on peut l'appeler la personnage ou féminiser le nom personnage. Enfin, passons. Et donc, quand j'ai reçu ce décalogue, je me suis dit, mais il y a quand même un problème fondamental à l'université parce que cette idée implique deux choses qui ont été battues en brèche par Platon. Vous avez cité en présentant mon livre sur votre blog, le dialogue Gorgias, Gorgias, ouais. parce que je l'ai fait en grec. Et moi, je vous citerai le dialogue Cratyle. Et donc, je pense que ce dialogue est très important pour ceux qui veulent comprendre ce qui se passe réellement avec ces théories inclusives. Les inclusivistes, ils sont d'une part cratilistes. Ça veut dire qu'ils attribuent aux mots de la langue les propriétés des choses du monde, ce qui est absolument absurde parce que la langue ne fonctionne pas comme les choses dans le monde. D'un côté, on assiste à ça, d'où la préconisation, appeler les femmes par les noms féminins et les hommes par les noms masculins. D'un autre côté, et ça c'est très intéressant, ce sont des tenants de ce qu'on appelle le déterminisme linguistique. Ça veut dire qu'ils disent la structure de la langue influe notre manière de voir le monde et notre manière de penser la société. Ou encore pire, la structure de la langue est corrélative à la structure sociale. Ce sont disons, des radicalités des hypothèses qui ont été avancées par Sapir-Whorf, mais passons. Donc, en fait, ces gens, vous voyez la contradiction. D'un côté, ils partent des choses du monde, d'un autre côté, ils vous disent, mais non, 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 en fait, ce sont les structures linguistiques qui influent notre vision du monde. Donc là, vous montrez ça, vous avez tout montré, c'est pas la peine d'aller plus loin. J'espère que ça a été clair de manière très simple. Eh bien, la question, comment ça se répand? Eh bien, parce que toute cette idéologie, elle s'inscrit dans l'idée beaucoup plus globale qui émane de ce qu'on appelle, ce que Shmuel Trigano appelle l'idéologie dominante. C'est une idéologie du postmodernisme qui préconise la création d'un homme nouveau. Et quand vous lisez Judith Butler, ou plutôt quand vous essayez de la lire, parce que c'est une lecture assez difficile, vous apprenez que l'idée de Judith Butler et le mouvement qu'elle incarne, c'est la construction d'un homme nouveau. Et c'est la déconstruction d'un homme ancien. Elle préconise l'abolition de l'existence des sexes. Je parle bien des sexes parce que peut-être on peut avoir que deux sexes dans la nature avec un pourcentage d'hermaphrodites que les scientifiques ont montré. Et on peut avoir toutes sortes d'identifications qui sont possibles et qui sont propres à la psyché humaine, mais pas du tout à la biologie humaine. Or, Judith Butler, qui au départ a essayé des études de philosophie, mais qui finalement est devenue professeure de littérature, elle prétend montrer dans ses textes que la biologie est une science réactionnaire. Bien évidemment, pour appuyer sa théorie, il a fallu mettre en doute l'existence d'une véritable science qui est la biologie, à propos de quoi ses collègues féministes ont quand même protesté, étant femmes honnêtes, en disant Madame n'a jamais fait de la biologie, elle ne peut pas, elle n'a jamais lu quoi que ce soit à ce sujet, donc elle ne peut pas nier l'existence des sexes. Donc, il y a ça. Et elle part de l'idée que l'homme nouveau doit être le summum de l'émancipation. Le terme vient du marxisme, donc de toutes les théories de l'homme nouveau qui ont été incarnées en ex-Union soviétique. Ils ont construit un homo soviéticus, on va y revenir aussi, un homme nouveau. C'est exactement ça l'idée de cette idéologie postmoderne. Il faut construire l'homme nouveau qui s'autodéfinit lui-même. Il n'y a plus de filiation, il n'y a plus de tradition, il n'y a plus d'inscription dans l'histoire. Vous êtes ce que vous dites, ou plus exactement, vous êtes ce que vous sentez, ou vous dites ce que vous sentez que vous êtes. C'est à peu près, on en est là, dans cette catégorie de figure. Et donc, dans un texte, je me souviens plus lequel, Judith Butler dit, pour créer le monde nouveau,
il faut peut-être déstructurer, voire détruire le monde ancien. Donc ça, c'est l'assise idéologique qui a beaucoup plu aux universités françaises. Et là, j'arrive à la question que vous m'avez posée. Les universités françaises, vous avez raison, d'une part, s'inscrivent dans la tradition cartésienne, dans la rationalité, la mise en question, la création de l'esprit critique, mais il ne faut pas oublier non plus que depuis la Deuxième Guerre mondiale, à peu près, ce sont les universités qui se situent à gauche. Et ça, c'est pas une vue d'esprit, ça vient des travaux aussi des chercheurs qui ont essayé de comprendre ce qui guide, si cette institution sociale peut être définie du point de vue idéologique. Donc, il y a des travaux qui disent, oui, les universités françaises sont majoritairement à gauche, je parle des universités publiques, ça veut dire que ce sont des universités pour qui toutes les idées du marxisme-léninisme sont encore très vivantes. Et on peut voir l'aboutissement aujourd'hui de ce qui se passe dans la société, la construction d'un monde nouveau, ça c'est quelque chose qui n'est jamais disparu de ces universités. Surtout après les années 60. Souvenez-vous, 68, la fameuse révolution ou guerre, tout dépend des mots qu'on choisit, de 68, qui a été présentée comme une sorte de révolution où toute autorité a été contestée. Et donc, c'était en fait le début de la fin. La révolution de mai 68, c'était le début de la fin pour nos universités, je pense. Et c'est une idée qu'on pourrait développer par ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de programme politique, il y avait le programme de contestation. L'essentiel programme de ces révolutionnaires, c'était la contestation. On nous dit souvent, et c'est ce qu'on peut voir, que la révolution de 68 a amené à la libération des femmes, à la tolérance, à la bienveillance. Peut-être la libération des femmes, oui. Mais il faut voir aujourd'hui ce que récoltent les anciennes 68ardes avec qui on peut parler aujourd'hui. On m'a raconté, par exemple, les profs de l'université, que dès que ces femmes qui participaient au mouvement sont devenues mères, on les a tout de suite considérées comme les bourgeoises pourries et qui ont créé la famille, etc., et donc qui ne nous valent plus rien. Donc il y a ça. Avec les choses positives, la révolution, entre guillemets, de 68 amène une sorte de vénération du relativisme culturel. L'anti-intellectualisme universitaire, le culte de la jeunesse, ça doit rappeler quelque chose, et le rejet de toute filiation historique, c'est-à-dire que c'est la table rase. Et quand moi, dans mes oreilles, ça sonne encore, tout ce qu'on disait à l'école quand j'étais adolescente en Union soviétique, du monde, front, table rase, construiront l'avenir radieux. C'est-à-dire que c'est pas des slogans, ce sont des slogans, mais qui renvoient à une triste réalité que j'ai pu encore vivre sur ma chair. Donc, ceci vous explique pourquoi les universitaires français s'entichent de ces idéologies qui leur promettent un monde nouveau. Donc ça, c'est une des parties de réponse. Et bien sûr, vous avez aussi un autre phénomène, tout ce qui est de gauche est bien. Tout ce qui n'est pas de gauche doit être contesté. Complètement. Alors, j'aimerais changer complètement pas forcément de sujet, parce que je pense qu'on va être sur les mêmes considérations, mais je voulais changer d'idéologie pour en parler parce que cette idéologie se déploie très très massivement en ce moment et que on a une explosion de l'antisémitisme chez nous en France. Et donc, je voulais parler d'abord de ce fameux mythe al-Andalus, c'est-à-dire, vous savez, je vous apprends rien à vous puisque vous en parlez longuement dans le livre, mais ce fameux mythe du vivre ensemble où toutes les religions finalement vivent pacifiées, à égal traitement, elles se respectent dans une égalité parfaite où finalement on ne prend que les bons côtés de chaque religion et puis on les additionne et on fait une société quasi parfaite. Quand on écoute certains parler, c'est ça à l'Andalous. Et vous dites que cette société, ce mythe en tout cas, le mythe de cette société d'Al-Andalus sert en fait à nous faire croire au mythe auquel certains voudraient qu'on adhère aujourd'hui, à cette société du vivre ensemble où finalement plusieurs anthropologies pourraient vivre en paix sur un même espace politique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce mythe? Pourquoi ce mythe? D'où il vient? Et quelle est la réalité de ce mythe? Alors, c'est effectivement, disons d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Parce que tout de suite, on va vous dire, mais enfin, comment vous contestez des historiens, etc. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mythe? C'est une construction imaginaire
qui se veut explicative, en règle générale. Je ne parle pas de la mythologie grecque qui explique la construction de l'univers. Et cette construction imaginaire essaie d'expliquer les phénomènes en général pour les mythes anciens cosmiques, pour notre société, les constructions sociales, psychologiques, culturelles, etc. Et donc, à quoi ça sert un mythe? Ça sert à plusieurs choses, à rassurer d'une part, mais aussi renforcer les pratiques sociales qui sont censées servir ou appuyer les valeurs d'une communauté, pas de la communauté. Ou encore, dans notre langage à nous, il s'agit des croyances qui n'obéissent pas aux critères de la rationalité. C'est là peut-être que c'est intéressant de parler de ce mythe. Alors moi, j'étais très intéressée par Al-Andalus. Euh, Vous allez me dire, oui, vous êtes linguiste, vous n'êtes pas historien, où allez-vous, etc. Mais il se trouve que je m'intéresse à l'analyse du discours et puisque vous avez posé cette question sur l'antisémitisme, je crois que c'est très important pour ceux qui s'en occupent de savoir aussi d'où vient ce mythe et à quoi il sert. Eh bien, dans les écoles françaises, et pas seulement, moi aussi j'ai appris ça à l'école, et j'ai lu ça dans les manuels, que l'époque d'Al-Andalus, c'était une époque en Andalousie aujourd'hui, où après la conquête musulmane, les trois religions, l'islam, le christianisme et le judaïsme ont vécu paisiblement et tout le monde était beau et tout le monde était gentil, et tout le monde produisait plein d'ouvrages scientifiques dans le respect mutuel. Euh, donc, le vivre ensemble est possible. Donc, ça permet aussi de dire, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, l'État d'Israël a été établi et ça nous a mis le bordel, foutu le bordel dans toute coexistence paisible qui était possible avant. Ou bien ça vous dit, vous voyez, nous, il y a aujourd'hui des clivages sociaux, vous critiquez les musulmans, mais regardez comment les musulmans étaient tolérants à l'égard des juifs et pas les chrétiens, etc. Et comme vous savez, dans chaque propagande, il y a du faux et du vrai. Donc, pourquoi c'est une mythologie? Eh bien, parce que la réalité historique ne correspond pas à ce qui est raconté dans les manuels d'histoire. Et peut-être la première de le conceptualiser était Battior, Gisèle Littmann, qu'on a accusé de toutes sortes de complots alors qu'il n'a jamais parlé de qu'un complot et toutes ces références sont tout à fait vraies. Et là, parler de la notion essentielle pour comprendre comment fonctionne le monde islamique, c'est la notion de dhimma, de dhimitude. Il se trouve que dans le monde musulman, tous ceux qui ne sont pas musulmans ne peuvent pas avoir le même statut que les musulmans. Et ça, c'est un fait historique. Et quand vous regardez justement l'histoire médiévale, parce que c'est de cette histoire-là qu'il s'agit, vous voyez très bien que la dhimma, c'est un statut subalterne, où ceux qui ont été conquis par l'islam deviennent ses protégés. C'est intéressant ça. Et pourquoi est-ce qu'ils doivent être protégés? Ils doivent être protégés contre le meurtre ou contre les conversions forcées et contre l'extermination. Pour être protégés des conquérants même, il faut qu'ils paient un impôt qui s'appelle jizya. Sans cet impôt, eh bien, c'est la mort. Donc, c'est du racket. Je traduis simplement le terme d'impôt en termes de racket. L'islam conquérant, quand les musulmans sont arrivés en Espagne, notamment, mais aussi dans d'autres endroits, ils instituent tout de suite ce rapport de dhimma où tous ceux qui ne le sont pas sont considérés comme les subalternes. Ils doivent payer un impôt pour ne pas être tués et puis aussi ils doivent vivre dans des quartiers séparés. Donc, quand on nous dit que c'était une époque géniale où tout le monde vivait ensemble, il faut peut-être regarder ce qui s'est réellement passé. Et j'ai récemment vu à ce propos un film documentaire qui a été fait par quelqu'un qui se veut de bonne volonté, qui raconte que le grand Maïmonide, le philosophe juif qui est né à Cordoue et qui a écrit tous ses ouvrages en arabe, ce qui est complètement faux, pas tous les ouvrages, et surtout un des ouvrages principaux qu'il cite, le Guide des égarés, qui a été écrit en judéo-arabe et en lettres hébraïques, mais ça n'apparaît pas justement dans le film documentaire qui explique comment c'était bien de vivre ensemble, que ce philosophe doit soit se convertir à l'islam, parce que la dhimma est complètement annulée à un moment donné, et on dit, bon, soit vous vous convertissez, soit vous partez. C'était ça la proposition des gentils musulmans qui régnaient en Espagne médiévale. Et donc Maïmonide s'en va, parce qu'il ne peut pas rester, il ne peut pas payer la jizya, il ne veut pas se convertir. Le seul moyen pour lui de survivre, c'est de partir. Et donc, c'est à ce moment-là aussi qu'il y a des départs des gens de cette Espagne, soi-disant paisible, et qui la quittent. Les gens, c'est les juifs, et souvent les chrétiens d'ailleurs,
qui ne peuvent pas rester dans ce contexte. Donc, la réalité ne correspond pas aux faits historiques. Et même si on vous dit, oui, les chrétiens persécuter les juifs, c'est tout à fait vrai, mais il ne faut pas faire des déviations du sujet. Al-Andalus n'a jamais été une convivencia, une coexistence paisible. C'était parfois paisible quand il n'y avait pas de crise sociale et c'était très souvent extrêmement violent où les juifs devaient payer de leur tête, même s'ils payaient les impôts. Ils n'avaient absolument aucune protection et quand on y pense à tout ce système de dimitude et de jizya, eh bien, vous avez exactement le tableau de la mafia contemporaine. C'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, c'est pour ça que ce mythe est pernicieux. Parce que si on veut vivre en paix, et on aspire tous à la paix, le mensonge ne va pas y servir. Seule la vérité historique peut, le rétablissement des faits peut créer quelque chose qui ressemblerait à la coexistence paisible. Donc, c'est pour ça que ça fait partie, et là, vous avez absolument raison, Cyril, de l'idéologie qui frôle avec l'antisémitisme quelque part. Et si c'est pas l'antisémitisme, c'est la judéophobie. Mm. Ouais, c'est ça, parce que en fait, je vous ai posé cette question parce que j'avais l'impression que Al-Andalus, ce mythe-là, en fait, c'était un petit peu le mythe qui servait en Occident comment dire d'exemple duquel on devrait s'inspirer pour aujourd'hui accepter une immigration hors de contrôle, issue principalement de l'ère islamique, de l'ère civilisationnelle islamique. Et quand on dit, écoutez, ces gens ont des us et coutumes qui sont très différents des nôtres, et s'ils arrivent trop nombreux, on va avoir du mal, en fait, à vivre en paix avec des civilisations si différentes. Et là, on nous brandit, attention, la carte Al-Andalus. Ils l'ont déjà fait. Donc, s'ils l'ont déjà fait, nous pouvons le faire. Et donc, du coup, vous inquiétez pas. Il y a un autre aspect aussi qui est politique de cette histoire, ce sont les accords euro-arabes. Et donc, les accords euro-arabes, leur histoire commence en 69 quand De Gaulle comprend que c'est dans ses intérêts d'approcher, enfin, c'est pas lui qui comprend ça, ça a toujours été la politique française, mais De Gaulle veut vraiment se rapprocher des pays arabes. Et donc, il envoie ses émissaires pour voir si certains accords sont possibles. Et c'est ça dont parle Batior dans son livre. Il y en a deux, Eurabia et l'Europe, le spectre du califat. Toutes les références qu'elle donne sont en ligne et celles qu'elle ne donne pas sont dans les archives qui sont photographiées, etc. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'on voit que ces accords vont bon train. Et en 1973, c'est la guerre du Kippour avec Israël où les pays arabes disent clairement à la France et à l'Europe, si vous continuez à soutenir Israël, donc ça va être l'embargo total sur le pétrole. Alors, c'est quand même un moteur très puissant pour la France. Pas que, mais entre autres. Et donc, évidemment, il y a des accords, il y a des conférences qui sont tenues, et il y a des textes qui sont écrits. Ces accords de 73 aboutissent à la déclaration de Venise où on vous parle à la fois de la coexistence et de la Palestine, etc. Et ça donne toute une série de textes qui sont consultables en ligne, donc tous ceux qui pensent que j'invente, etc., peuvent les vérifier. Et notamment, il y a un texte très intéressant qui émane du projet européen qui s'appelle l'Alliance des civilisations. Et j'en parle dans mon livre. On peut aller chercher les textes cette alliance en ligne. L'une des idées principales, c'est effectivement l'accord avec les pays du Sud. Ce qui est très intéressant, ils disent les pays méditerranéens, alors que quand on regarde les pays méditerranéens, on a l'Italie, on a aussi je sais pas, Malte, on a Bulgarie, etc. Mais ces pays ne figurent pas dans les accords. Il s'agit des pays arabo-musulmans, en règle générale. Et donc, il y a cette idée qu'il faut promouvoir la culture méditerranéenne. C'est un euphémisme parce qu'il s'agit de la culture arabe. Et quand vous lisez les textes, donc vous avez plusieurs types de propositions qui sont faites. Réécrire l'histoire, c'est écrit noir sur blanc. On peut aller le voir. Réintroduire la vision positive de l'islam, qui quand même, donc si on écrit ça, ça veut dire que la vision de l'islam n'était pas forcément très positive. Encourager les accords, les échanges entre les étudiants et entre les professeurs de ces universités, mais je précise, il s'agit des universités des pays arabo-musulmans. Encourager l'apprentissage de l'arabe, alors que quand on regarde le Sud, il y a quand même une multitude de langues qu'on peut apprendre pour créer un monde multiculturel, etc., encore un terme à discuter, et surtout favoriser l'immigration. C'est là où ça devient très intéressant. Donc, ce sont les concessions qui sont faites pour avoir l'appui et aussi le pétrole du monde arabe. Donc, nous sommes dans les années à peu près, ça commence après les accords de Barcelone en 60
2015 et ces textes sont publiés à partir de 2003. Ces textes s'étendent jusqu'à maintenant. Donc, on peut les trouver en ligne. Et ça, c'est très intéressant, cette idée-là, parce que bien évidemment, le mythe d'Al-Andalus s'inscrit dans le projet européen ou euro-arabe, si vous voulez, qui dit, ben voilà, vous voyez, Al-Andalus, ça a quand même existé, on peut recréer ce mythe. Cette mythologie sert aussi les buts politiques des élites européennes, qu'on peut questionner par ailleurs pourquoi ils le font. Et donc, vous avez une sorte de convergence de ces idéologies de partout, dans l'espace éducatif, dans l'espace institutionnel et surtout dans l'espace politique. J'en arrive à votre première question sur l'inclusivité parce qu'on le retrouve dans ces textes des accords et ça devient très intéressant parce que le terme inclusif apparaît déjà, nous sommes en 2006 à peu près quand vous lisez les textes, mais tout est en ligne. Et donc on vous dit, il nous faut une société inclusive, il faut à un moment donné qu'on cesse de dire nous et eux et qu'on devienne nous. Vous voyez, donc qu'il n'y ait plus de frontières entre les cultures, que tout se mélange, qu'il n'y ait plus d'identité nationale. C'est ça à quoi ça mène. Qu'il n'y ait qu'une seule identité, et cette identité, elle ressemble fort à une identité que certains veulent nous imposer, et qui ne soit pas forcément arabo-musulmane, mais que ça soit une identité liquide. D'accord? Et identité inclusive. Donc, votre première question se rencontre très bien dans cette deuxième question, dans justement l'histoire du mythe Al-Andalus. D'accord. Alors, j'ai voulu à dessein parler d'abord de ces deux grandes idéologies et on va parler peut-être de la propagande. Maintenant, je voudrais parler plutôt des techniques de la propagande, des idéologies et de leurs techniques de propagation et de manipulation. Alors, vous parlez de tout un tas de choses. Dans le livre, vous êtes très très rigoureuse et très précise, donc on ne pourra pas être exhaustif ici. Mais je voulais parler des grandes lignes. Par exemple, vous parlez du rôle des slogans dans la propagande. Et les slogans, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On en voit, il suffit d'aller un petit moment en ligne ou d'écouter deux, trois vidéos ou deux, trois podcasts et des éléments de langage avec des slogans qu'on répète à foison, parfois des choses qui n'ont pas de sens. Euh, on en répète beaucoup. Pourquoi est-ce qu'ils sont si utilisés? Pourquoi est-ce qu'ils sont si puissants? Et pourquoi est-ce que ça fonctionne finalement? Alors, le rappel avant de répondre à votre question, parce que là, vous avez choisi vraiment le moyen, je dirais, de diffuser la propagande, c'est le terme même. On va pas faire ici une conférence sur la propagande, je vous le promets. Je rappelle juste que le terme propagande vient du verbe latin propagare, ça veut dire diffuser. Et Ouais. au début, c'était l'idée religieuse, c'était la congrégation qui a été créée par Grégoire 15 au XVIIe siècle, qui s'appelait Congregatio de Propaganda Fide, Congrégation pour la propagation de la foi, qui visait à atteindre le monde musulman. Et ce qui est intéressant, c'est que cette congrégation a été créée en pleine contre-réforme. Donc, elle s'adressait d'abord à tous les chrétiens. Il faut savoir que toute la société était traversée par le régime religieux. Il n'y avait pas de non-religieux. Ils étaient peut-être Ouais. quelque part, mais on n'entendait pas parler d'eux. Et donc, en fait, il fallait toucher le monde en dehors du monde chrétien. Et donc, vous avez aussi des gens qui supervisaient, les cardinaux, qui supervisaient la propagation des idées chrétiennes. Très vite, je saute les étapes, on n'a pas le temps, dans le sens actuel contemporain du terme, l'utilisation du terme propagande apparaît au XIXe siècle, et notamment chez les socialistes français. On va parler de l'ère française, de la France, de l'ère française. Et donc, c'est Jean Jaurès qui en parle beaucoup dans ses ouvrages. Il dit qu'il y a une nécessité de former les propagandistes pour diffuser la bonne parole socialiste, bien évidemment. Et ensuite vient Lénine, qui écrit un texte fondamental qui s'appelle Что делать, ça veut dire que faire. Et dans ce texte, il expose les principes de la formation de la propagande. C'est un texte très important. Moi, je pense, je ne peux pas dire, je n'ai pas de statistiques, ce texte doit être enseigné à tous ceux qui veulent diffuser la bonne parole. Et dans les idées de Lénine, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est la création au sein de chaque institution d'un noyau dur, des gens qui adhèrent à l'idéologie pour qu'ils puissent la propager. Ensuite, la conclusion des alliances, et si on peut compromettre les gens. Et ensuite, déjà, la diffusion tout entière qu'il appelle l'endoctrinement. Alors, il y a des moyens pour le faire. Et un des moyens, c'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça dans le livre la sloganisation de la pensée, c'est le fonctionnement par le slogan.
Parce que le slogan fait aussi appel, à part le contenu intellectuel, à quelque chose qu'on peut appeler notre cerveau reptilien de par sa structure. Quand vous avez les slogans bien faits, ce sont des slogans en général binaires. Bon, ils peuvent être tertiaires, en fait, avec trois parties. Il y a un certain rythme, il y a la condensation de la pensée par une formule qui, si elle est bien choisie, elle galvanise les foules. Et l'idée du slogan, c'est d'abord donc de plaire, de séduire, parce qu'il n'y a pas de propagande sans séduction, soyons clairs. Et donc, comme il ne faut pas raisonner, il ne faut pas créer des dispositifs discursifs très complexes, ça résume la pensée dans une seule phrase. Plus vous matraquez cette phrase, plus ça fonctionne comme l'incantation, comme les mantras dans le bouddhisme, par exemple. Plus ça réverbère, en fait, dans votre corps. C'est comme Free, Free Palestine. C'est la même chose. Ou From the river to the sea, Palestine will be free. Vous voyez, c'est bien fait. C'est phonétiquement bien construit. Et ça agit sur les foules. Et donc, finalement, le fonctionnement du slogan est proche du fonctionnement de la chanson et de la musique. Plus on le répète, plus ça rentre dans votre tête et plus ça anesthésie aussi la pensée. Et c'est ce qu'on voit je vois ça à l'université, puisqu'on parle de l'université, les étudiants, souvent, pas tous, mais la grande majorité, raisonnent par slogan. La laïcité, c'est une atteinte à la liberté. C'est le slogan, par exemple. Je ne parle pas d'autre chose. Et donc, c'est pour ça que les slogans sont extrêmement réussis. Tous les corps manifestants qu'on voit aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous véhiculent dans leur corps discursif, parce que c'est un corps qui est une foule qui porte des banderoles et des slogans, ce sont des idées condensées. Quand on dit sioniste ordonofac, bon, qu'est-ce qui peut être plus clair? Donc, vous avez une structure binaire et vous avez le condensé de l'idée qui est là. D'accord? Ouais. Ou avec Carrefour, je positif, tiens, je vais te donner à quelque chose de neutre, on répète ça, et bien finalement, vous finissez par aller à Carrefour. Hein. Donc, tout est fait de cette manière. Ça agit sur autre chose que le cerveau intellectuel. D'accord. Donc ça a pour but finalement de désactiver l'esprit critique et de désactiver toute pensée critique au final. Oui, bien sûr, ça c'est le but implicite de toute idéologie. Et de C'est-à-dire que galvaniser peut-être. oui, parce que quand vous avez un produit cosmétique qu'on vous dit acheter, parce que si votre peau va être plus jolie, etc., vous avez aussi, si le slogan est bien choisi, eh bien, ça va aussi tomber sur, je donne cet exemple pour les femmes, c'est important, les femmes qui s'occupent de leur peau, etc., ça tombe sur un terreau fertilisé. Il y a Ouais. quelque part, le sol est déjà, comment dire, vous avez déjà tout dedans, le compost est dedans pour que pousse Ouais. l'acquiescement ou l'accord avec le slogan qu'on vous propose. Ah tiens, ça va faire joli, ma peau va être jolie. Ah tiens, si j'adhère à cette idéologie, je vais être vu comme un homme de bien, je pourrais faire ma carrière et peut-être ainsi pour pouvoir m'avancer dans la société. C'est franchement, les slogans peuvent aussi avoir à la fin le fonctionnement de pavlovien, c'est-à-dire que c'est un réflexe de Pavlov que ça produit dans les cerveaux qui, si on les habitue à ça. C'est pas qu'ils s'y habituent, c'est qu'on les habitue. Pas tout à fait D'accord. la même chose. D'accord. Dans le livre, vous parlez également de la manipulation par les émotions. J'en parle parce que vous avez parlé de cerveau reptilien et vous parlez en fait du fait que, on avait parlé un petit peu avant, qu'on crée des victimes finalement, des victimes qui sont plus ou moins réelles. On crée des victimes et on s'appuie en fait sur cette victimisation d'une partie de la population pour imposer des idées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et finalement peut-être nous donner un exemple de cela avec des idéologies dont on a parlé ou d'autres, peu importe. Alors d'abord pour les émotions qui précèdent peut-être la construction de ce que j'ai appelé victimisation aussi, il y a un numéro spécial de la revue Analyse du discours qui est consacré à ça. Et ce sont pas n'importe quelle émotion. C'est-à-dire que ce sont des émotions collectives. Ce sont des émotions qui sont valorisées par la société donnée, qui porte sur les sujets donnés, notamment l'indignation. L'indignation est une émotion collective. Quand vous vous indignez, c'est que quelque part, pas quelque part, vous protestez contre l'injustice en général, qui vous est faite personnellement ou bien qui est faite à un groupe de personnes. Vous avez également la colère. La colère peut être juste, elle peut être noire, etc. Mais la colère, c'est une émotion qui peut aussi fonctionner comme collectif. Pas forcément.
pouvez être en colère contre votre enfant parce qu'il ne se comporte pas bien, ça, c'est pas une émotion collective. Mais la colère juste, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on voit dans les manifestations et les hommes politiques disent je suis en colère. Et donc, bien évidemment, ils vous appellent à suivre sa colère. Il y a aussi la compassion. La compassion est une émotion collective. Et je parle de l'expression de ces émotions. Nous ne pouvons pas savoir la véracité, nous ne pouvons pas être dans la tête des gens qui les expriment, mais ce sont les émotions qui doivent être mises en scène pour provoquer quelque chose dans la société. Et donc, vient la victimisation. Et ça, je vous donne un exemple intéressant. J'ai beaucoup travaillé sur le discours des terroristes après qu'ils ont commis les actes, les attentats, et notamment Mohamed Merah, qui laisse un enregistrement assez important aux gens du RAID, qui a été publié par Libération en 2012, où il légitime ce qu'il fait par l'indignation, la colère et la compassion. Il a tué, vous vous souvenez, les enfants juifs à bout portant, sans aucune émotion. Il a tué le policier français. Il a commis des meurtres. Mais ces meurtres, quand on regarde son discours, sont justifiés par l'indignation de ce qu'il a soi-disant vu en Palestine, alors qu'on sait de son parcours qu'il a été quelques heures à Jérusalem, c'est tout ce qu'il sait de la Palestine. Il a justifié ensuite, donc ça c'était l'indignation contre ce que les Juifs, a-t-il dit, font aux Palestiniens. Ensuite, la compassion pour ses frères et sœurs palestiniens, la colère, évidemment, que ça lui a provoqué, et ensuite l'action. Il tue les Juifs qui ont causé les malheurs en Palestine. Mais, dit-il, ce n'est pas moi le responsable, c'est eux. Moi, je suis leur victime. Et si je les tue, c'est parce que j'ai le droit, dit-il. Encore une autre histoire, le droit coranique dont il s'agit ici, mais je suis leur victime, et nous sommes tous leurs victimes, et donc ce que nous faisons, c'est un acte de justice. Et donc là, vous avez un renversement total d'un bourreau, qui d'ailleurs invoque d'autres bourreaux, qui se présentent comme victimes. Vous avez, ça c'est son discours personnel. Mais ce C'est la même discours, rhétorique, pardonnez-moi, qu'on a eu le 7 octobre 2023 d'ailleurs. mais bien sûr, parce que la victimisation, disons que la rhétorique victimaire, c'est la rhétorique qui marche très bien, non seulement à cause de la propagande islamiste, non seulement à cause de l'intelligence supérieure, je dirais, des frères musulmans, et j'insiste sur ce qualificatif, mais parce que nous vivons aussi dans une société où la victime, c'est le héros. Et ça, c'est une longue histoire qui commence après la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a tout dans ces sociétés où le faible, quel qu'il soit, même s'il est pervers narcissique, même s'il est tueur ou massacreur, il suffit de le présenter comme faible pour qu'il y ait de la compassion, pour qu'il devienne victime. Et c'est le renversement auquel on assiste, j'en parlerai pour répondre à votre question un peu plus tard, justement après le 7 octobre. Donc, la victimisation, ça marche très bien, mais je vais vous dire qu'elle ne marche pas uniquement avec les islamistes, avec les antisémites et tous ceux qui ont compris comment ça fonctionne. Ça a très bien marché avec le néo-féminisme. Les femmes ont été présentées comme les victimes ontologiques des hommes, de la même manière que les Palestiniens sont des victimes ontologiques des Juifs. Et je dis bien, non pas des Israéliens, des Juifs, parce que quand Mohamed Merah parle avec les gens du RAID, il parle des Juifs, il ne parle pas des Israéliens. Donc, il faut être clair là-dessus. Quand on vous dit oh, pas d'amalgame, qui est d'ailleurs un slogan, non, il n'y a pas d'amalgame. Il y a tout à fait l'identification très claire de cette figure abstraite du bourreau qui est juif dans ses discours. D'accord? Ouais. Et de cette figure tout à fait abstraite et ontologique de victime qui est palestinien. Donc, c'est un discours qu'on peut observer partout. Et vous savez, les conseils qu'on donne souvent aux gens qui veulent obtenir quelque chose de l'administration, fais ta victime. Donc, Ouais. ça en dit long sur le fonctionnement de la société. Parce que dans la société dont je viens, la société soviétique à l'époque, c'était impossible. Dans la société israélienne où j'ai vécu, c'est impossible. La victimisation, ça ne fait pas partie de l'idéologie dominante. Or, c'est absolument le cas de l'Europe occidentale aujourd'hui. C'est pour ça aussi que ça marche. Et les racines de cette idéologie, ce sont les racines chrétiennes.
La victime absolue de toutes les souffrances, c'est Jésus. C'est pour ça que vous trouvez la figure des Palestiniens ou du Palestinien collectif identifié à Jésus et la figure du Juif qui est le bourreau, le Romain qui crucifie le peuple palestinien, etc., etc. Donc à cela, il y a quand même une archive. À cela, il y a des raisons historiques aussi, des raisons sociales. Hmm. Et donc, du coup, pour revenir à la question initiale, même si vous y avez brillamment répondu, susciter les émotions permet, pardon, de susciter des actions au final, hein. C'est ça le but. Bien sûr, c'est à cela que ça sert. Et donc, je vous donne un exemple. Regardez, il y a les émotions. L'émotion, c'est un type d'argument. Dans les théories d'argumentation contemporaine, on considère que l'émotion, c'est un type d'argument. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, c'est aussi une des croyances qui est peut-être la nôtre, la croyance des gens rationnels, que vous pouvez faire quelque chose par l'argumentation rationnelle. Hmm. Exemple très simple, quand je discute avec les gens qui accusent Israël de génocide, etc., et quand je commence à exposer les faits historiques, on me dit, mais tu es juive? Elle dit oui, et alors? Bah, tout ce que tu dis, ça peut pas être vrai. Hmm. Même, et donc, quand je demande, et si je vous dis que 2 plus 2 font 4, vous allez me dire que je fais les mathématiques juives. Les gens sont très gênés. Mais on en est là, vous voyez. Donc, l'argumentation rationnelle, elle marche très mal. Et même, disent les spécialistes honnêtes, elle marche encore pire que tout ce que vous pouvez imaginer, les slogans, les émotions, etc. Donc, pour revenir à cette histoire, regardez un peu le tableau du monde. Je vais répondre à votre question. Hmm. En avril 2023, on assiste à un massacre par l'armée guidée par les idées des frères musulmans au Soudan. C'est la guerre qui menait contre le peuple soudanais. Les bombardements des avions. Vous avez 80 000 femmes et enfants qui sont tués. Ce sont les rapports que vous pouvez lire partout. Les églises sont brûlées, les mosquées d'ailleurs aussi. L'ONU rapporte que 5 millions de personnes, dont femmes et enfants, sont susceptibles de mourir de faim au Soudan. Hmm. Vous avez vu un message, un Rien. mot, une manifestation pour les soutenir? Rien. Il y a 131 guerres à l'heure actuelle qui se passent dans le monde. On en parle? Non. Mais on parle du génocide en Israël. Et donc là, on arrive à l'idéologie. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est propre à la propagande et pas seulement à l'idéologie, c'est le refus du savoir ou le refus des faits. Quels sont les faits quand on vous dit Israël apartheid, les gens qui vous disent ça, quand vous leur demandez, mais qu'est-ce que c'est exactement l'apartheid? Ils ne savent pas parce qu'ils vous répètent les slogans. Que vous avez en Israël 12 membres du Parlement qui sont les représentants à la fois des Arabes israéliens, mais aussi des Arabes palestiniens, dont certains sont clairement anti-israéliens, mais qui siègent quand même au Parlement israélien, que vous avez le juge de la Cour suprême qui est arabe, et c'est pas l'arabe de service, impossible d'être élu pour des raisons d'ethnie, etc., que vous avez 300 mosquées en Israël et 400 imams qui sont payés par le gouvernement israélien, que vous avez les directeurs des départements très importants dans l'hôpital israélien qui sont palestiniens, donc qui viennent en Israël avec leur carte palestinienne, ça, les gens ne veulent pas l'entendre. Que Hmm. le ex-président israélien Moshe Katsav a été mis en prison par le juge arabe qui a décidé qu'il commettait le harcèlement sexuel, ça, les gens ne veulent pas l'entendre. Donc, vous voyez, ce sont les faits. Quand on a demandé à Mathilde Panot, vous vous souvenez, où se trouve la Palestine, de quel côté se trouve la Cisjordanie, de quel côté du Jourdain se trouve la Cisjordanie, pauvre Mathilde Panot ne pouvait pas répondre. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas, mais c'est pas pour dire, oh là là, elle est, évidemment qu'elle est ignare, mais ça traduit quelque chose d'autre. Ça traduit le fait que la réalité n'intéresse personne. Et même si elle savait qu'il s'agit je sais pas moi, de la rive occidentale, parce qu'en français, c'est le problème de la langue qui l'a desservi, ou si elle connaissait un peu l'arabe, où on dit la même chose, que c'est la rive occidentale, donc elle pourrait répondre, mais elle peut pas, et elle s'en fout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la réalité qui l'intéresse, mais ce qui l'intéresse, c'est l'idéologie. Et donc, vous avez en plus, je ne sais pas combien de temps on a, parce que je vous Prenez dirai, votre temps. je vous dirai très rapidement, on assiste aussi à une autre idéologie qui ressemble pour moi plus
à la religion par son fonctionnement. C'est ce que Batailleur aussi a appelé le palestinisme. Ensuite, ce terme a été repris, il a été conceptualisé et analysé par Pierre-André Taguieff, qui a écrit un livre sur le palestinisme, c'est un de ses derniers livres. Donc, qu'est-ce que c'est que ce palestinisme qu'on voit dans notre société? C'est un ensemble de croyances, surtout, et de représentations qui comportent ou qui constituent un mythe politique qui est fondé sur la croyance de l'existence d'un peuple palestinien ontologiquement innocent et à sa sacralisation en tant que peuple victime justement des bourreaux qui seraient les juifs ou l'entité sioniste, ce que vous voulez, ce que vous voulez. Alors d'où ça vient? Ça ne peut pas apparaître du néant. Je passe sur toutes les racines catholiques de l'antisémitisme. C'est pas ça qui nous intéresse puisqu'on parle de ce livre qui traite des idéologies contemporaines. Eh bien, il s'agit dans notre société de la convergence de plusieurs types de discours, pas deux types de discours, plusieurs types de discours, dont le discours islamiste, notamment intellectualisé par les frères musulmans, dont l'influence est énorme dans notre société, et aussi pour notre ère, et je parle du XXIe siècle, du discours décolonial, qui lui-même émane du discours tiers-mondiste, post-marxiste, etc. Et donc, ce discours colonial, c'est un nouveau catéchisme, vraiment révolutionnaire. Hein. C'est une sorte de dénonciation hybride tout le temps des crimes du colonialisme qui sont commis par la France. Mais comme la France, c'est l'Occident, donc en fait, l'incarnation du mal colonial, c'est Israël dans ses discours, ce qui tend encore la construction du discours. Et ce qui est très intéressant, si vous me permettez, Cyril, j'y passerai assez brièvement, ça commence bien avant la reconstruction de l'État d'Israël. Ça commence dans les années à peu près 20 du XXe siècle. Et ça commence effectivement sur le territoire de la Palestine mandataire, où il y a un personnage célèbre dans l'histoire du Moyen-Orient, c'est le grand mufti de Jérusalem, Hajj Amin al-Husseini, qui joue un rôle très important dans la diffusion du palestinisme dont je viens de parler. C'est quelqu'un qui organise les pogroms en Palestine mandataire contre les Juifs qui, eux, ne sont pas forcément sionistes, mais qui y vivent depuis toujours. Ce sont les pogroms de 1920, 1929 et 1930. Et donc, c'est aussi le même personnage qui, étant plus jeune, en 1914, appelle au djihad contre la Grande-Bretagne et contre les puissances occidentales. Donc, le djihad contre les puissances occidentales, on trouve le discours de l'islam et on trouve le discours colonial, les prémices de ces deux discours. Et donc, il appelle à combattre toutes ces entités coloniales. Donc, on a à la fois le discours islamique et le discours anti-impérialiste. On retrouve notre Hajj Amin al-Husseini aujourd'hui dans tous les discours universitaires. Et c'est pas tout. Donc, il devient très proche de Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans. Vous avez invité Florence Bergeau-Bleclerc qui en a dit beaucoup de choses. En 1927, il devient très proche de lui. Et donc, tous les deux, en fait, ils travaillent ensemble. Et on peut dire que l'un forme l'autre. Leur discours s'interpénètre. Et donc, les deux disent que la solution du problème, c'est la question juive. C'est pas tellement la question palestinienne, c'est la question juive. Il faut purifier la terre des Juifs. C'est ce qu'on trouve dans les textes de Hassan al-Banna, des textes de Saïd Qutb et d'autres aujourd'hui. Mais c'est là où ça commence. Et donc, il faut... pourquoi ? Pourquoi il faut le faire? Parce que les Juifs, ce sont les ennemis jurés de l'islam, c'est dit dans le Coran, et parce qu'il faut libérer la terre qui a naguère appartenu à l'islam de leur présence. C'est des koufars monstrueux. Enfin, je veux dire, il y a des koufars, mais il y a les Juifs, c'est la pire espèce, les pires ennemis de l'islam. La terre qui a naguère été musulmane doit redevenir musulmane. Il n'y a pas de place pour les Juifs, sionistes, ou ceux que vous voulez. Et donc, c'est l'appel au djihad. Il n'y a pas encore d'État d'Israël. Hajj Amin al-Husseini trouve que le national-socialisme qui commence à fleurir en Europe est une idéologie très intéressante. À partir de 1934, il essaie de se rapprocher des dirigeants allemands et il écrit des lettres ferventes à Hitler, mais aussi à Ribbentrop, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères, où il dit que le national-socialisme et l'islam ont une cause commune, c'est la question juive. Il y a cette correspondance a été publiée, il y a beaucoup de savants qui en parlent. Et donc, en 1944, il le formule en Allemagne, quand il parle depuis les radios nazis, où il diffuse la voix de la Palestine. Il dit « Les principes de l'islam et du nazisme présentent de remarquables ressemblances, surtout en ce qui concerne les Juifs.
Même surtout, c'est inutile parce que bon, il y a aussi le culte de personnalité, etc. Et donc, il faut comprendre que ces discours ont bien conditionné le monde arabe. Parce que le monde arabe n'a jamais raisonné comme le monde occidental. On a deux langages tout à fait différents à ce propos, et c'est bien évidemment les Occidentaux qui, certains se font avoir et d'autres sont collabos de ce type de discours. Il faut bien comprendre que le refus de l'existence d'Israël, les guerres de 1948 et 68, c'est le refus arabe de l'existence d'Israël, non pas en tant que pays, mais en tant que le juif collectif, on peut dire ça de cette manière. Et donc, ils appellent à les exterminer par le djihad. Ça, c'est tout le côté du discours islamique qu'on retrouve absolument dans tous les prêches des frères musulmans aujourd'hui en France et dans le monde entier. Avec tout ça, revenons à notre gauche, à nous. Il n'y a pas qu'elle, il y a aussi l'extrême droite, mais elle est extrêmement minoritaire dans ce genre de choses, même si aujourd'hui, quand on parle de Gud, on peut trouver dans les textes de Gud la rhétorique qui est typiquement islamiste et typiquement gauchiste, ce qui est assez intéressant. Mais Mm. la gauche, donc, nous sommes en France, parlons de la France, et c'est l'époque de la décolonisation. C'est-à-dire qu'on voit l'Algérie se bat pour son indépendance. Vous avez Sartre qui préface les livres des gens qui veulent la décolonisation, notamment la préface de Frantz Fanon, Les Damnés de la Terre, où Sartre dit que la seule arme de décoloniser, c'est la terreur, et c'est très bien, si on tue un Européen, ben, on tue deux personnes, on tue un blanc et on tue aussi un colon. Mais c'est pas tout. Donc, il y a ces années 60 où les compagnons du FLN retournent en France. FLN, je rappelle, c'est une organisation terroriste et djihadiste. Mais comme ils étaient très intelligents, ils préparaient les moudjahidines comme les combattants de l'islam. Et quand les moudjahidines du FLN mouraient, on les appelait shahids. Mais aux Occidentaux, on servait d'autres discours que les historiens ont bien essayé de cacher. Et donc, tout ce monde-là retourne en France. Et vous avez aussi l'époque où on sert aux Français un discours de la culpabilisation par rapport à la colonisation. C'est-à-dire qu'on inculque aux Français la culpe pour tous les crimes qu'ils ont commis. Je rappelle que Macron a même parlé des crimes de lèse-humanité quand il est allé en Algérie. Et donc, vous avez la guerre en Algérie, qu'est-ce que c'était? C'était la lutte armée, c'était la lutte terroriste, xénophobe, raciste, antisémite, anti-blanc, anti-koufar, etc. Mais on la présente comme la lutte de libération. C'est ça le discours officiel jusqu'aujourd'hui. Par ailleurs, vous avez les années passent et vous avez les années 70 où notre grand Sartre s'enflamme pour la cause palestinienne. Et pourquoi? Parce que Sartre dirige sa revue où il y a beaucoup de maoïstes à l'époque qui traînent. En fait, tout ce monde-là universitaire, c'était d'abord les trotskistes, ensuite les maoïstes ou les hochéministes, ou tous ensemble, les castristes, ils adorent tout ça. Et donc Sartre écrit dans La cause du peuple, je crois que c'est un périodique maoïste, le 15 octobre 1972, c'est le moment où les 11 athlètes israéliens ont été tués par le groupe terroriste palestinien Septembre Noir, à Bounidal. Il fait un article qui s'intitule À propos de Munich, Sartre. Hein. Il approuve sans réserve l'action révolutionnaire du groupe Septembre Noir. Et donc, il dit, dans cette guerre, il se répète, hein, M. Sartre, dans cette guerre, la seule arme des Palestiniens est le terrorisme. C'est une arme terrible, dit-il, mais les opprimés n'ont pas d'autres armes. Et donc, il dit, ça, tenez-vous bien, tous les Français qui ont soutenu le FLN doivent également approuver l'action terroriste des Palestiniens. Donc là, c'est la doctrine de la gauche officielle. Et puis, Sartre bénéficie d'un aura énorme. C'est-à-dire que ici, même en face, vous avez d'autres intellectuels comme Raymond Aron. Ça n'a pas de poids dans le monde universitaire. Raymond Aron doit même quitter à un moment donné le monde universitaire. Donc, vous avez tout ce discours où la figure du Palestinien, même qui tue, qui massacre, qui torture, remplace la figure perdue par la gauche, la figure de prolétaire, en fait. Bon, après vient l'effondrement de l'Union soviétique et la gauche reste vraiment très orpheline de ses héros. Et donc, c'est une place vide. La gauche n'aime pas le vide. La nature, vous allez me dire, n'aime pas le vide, mais il faut remplacer ce vide qui reste par une autre figure de l'opprimé ontologique. Et cet opprimé, c'était au début l'Algérien, souvenez-vous les années 60, et puis cette figure de l'Algérien, peu à peu, devient la figure du Palestinien.
palestinien abstrait, c'est le palestinien collectif. Mais ça permet de combler le vide qui se produit dans les discours de la gauche. Et donc voilà, je résume, c'est comme ça qu'on a cette espèce de soupe, cette bouillie absolument abominable de deux types de discours dont les archives sont terribles. L'un, c'est le nazisme et l'autre, c'est le communisme. Tout ce monde-là se rencontre au sein de l'université et ça produit des monstres incultes et absolument propagandés et endoctrinés par l'histoire qu'ils ne connaissent pas. Ouais. À l'écoute du développement que vous avez fait, j'avais vraiment l'impression que finalement Sartre a gagné parce que déjà on a l'existentialisme sartrien où finalement il n'y a pas d'essence humaine, il n'y a pas d'essence. On devient finalement ce qu'on fait, on devient ce qu'on pense, on devient. Ça me fait penser à ce qu'on vit aujourd'hui et puis évidemment tout ce que vous avez développé sur comment dire les gens absolument terribles que Sartre a défendus. Euh, Oui, il n'était pas le seul. Il avait quand même les compagnons de route dont on peut lire beaucoup de choses dans la littérature qui existe aujourd'hui. Sartre ouais, incarne un mouvement ouais, je dirais, de la défense du terrorisme international. ouais. Alors, je voulais revenir aux stratégies de déploiement des propagandes et des idéologies. Donc là, on est en démocratie, même si la France est censée être une république démocratique et non pas tout à fait une démocratie. Vous dites qu'en démocratie, la censure ne peut pas être finalement frontale parce qu'on a un discours très libéral, c'est-à-dire que finalement, quand on se regarde dans le miroir, on veut se dire que finalement, on idolâtre la liberté d'expression, que chacun peut dire ce qu'il veut, mais finalement, vous nous dites qu'en démocratie, il y a quand même des moyens de censure. Et quels sont en fait ces moyens de censure? Quelles sont ces méthodes? Et peut-être est-ce le moment de parler de ce dont on a parlé en off, c'est-à-dire du fait que, eh bien, vous commencez à en être victime vous-même. Alors, je ne suis pas victime. Je déteste être victime. Donc, ce n'est pas un statut dont je parlerai. Mais d'abord, répondons à votre question. Euh, non, d'abord, parlons du fait que je ne sois pas victime. Vous savez, le livre dont on parle aujourd'hui a été fortement déconseillé aux étudiants de mon université, donc la fabrique des discours propagandistes contemporains, parce que la personne qui l'a déconseillé, d'ailleurs c'est une personne qui a pas mal d'importance dans la structure universitaire, a décidé que c'était un livre controversé. Je ne suis même pas sûre que cette personne l'ait lu, mais passons. Et je l'ai su par des étudiants dont je ne peux pas évidemment dire ni les noms ni quoi que ce soit pour ne pas risquer leur carrière. Par ailleurs, un étudiant a demandé que je sois dans le jury de thèse, dans son jury de thèse. Ça a été dit non d'emblée. Donc ça, je le sais pertinemment, mais de toute façon, je sais très bien ce qui se passe dans les coulisses universitaires. Et un autre collègue, évidemment off, m'a toujours dit, quand je demandais une prime de recherche, tu peux pas avoir la prime de recherche. Ton dossier a été très bien classé, mais tu sais que tu as une réputation d'extrême droite. Et je dis, tu peux m'expliquer ce que ça veut dire Carrément. extrême droite? D'extrême Oui, droite. Ouais. oui, oui. Bon, il en a rigolé, mais évidemment, il ne pouvait pas le faire de manière. Il n'est pas allé frontalement contredire les gens qui le disent. C'est du discours Mm. à porter. Ce qui nous amènera, j'espère, à une autre question, le rôle des intellectuels. Mais d'abord, la censure. Donc, Mm. il y a ça. Et puis, il y a d'autres moyens. Vous avez absolument raison. Nous ne vivons pas dans le régime totalitaire. C'est autre chose que le régime totalitaire. Le régime totalitaire, c'est quand vous avez devant vous un mur de béton, vous avez des prisons et des prisons psychiatriques. Ce n'est pas le cas ici. Mais il y a d'autres moyens de le faire. C'est l'ostracisation ou l'intimidation. Je précise que l'intimidation ne peut marcher que si vous êtes intimidé. Si vous n'êtes pas intimidé, eh bien, ça ne marche pas. Donc, je ne parlerai même pas de ça. Si ça vous touche pas, c'est comme dire l'extrême droite, etc. Mais ça Mm. me laisse absolument indifférente. Vous avez les moyens de ne pas publier les gens qui expriment des idées divergentes avec l'idéologie dominante. Par exemple, on sait très bien que beaucoup de chercheurs qui ont critiqué les théories des genres n'ont pas été publiés dans les revues internationales. C'est aujourd'hui exactement la même chose quand il y a des archéologues qui montrent la présence des Juifs en Judée-Samarie archéologique, on ne publie pas ces articles. C'est une manière de les ostraciser. On ne dit pas, bon, on va vous exterminer, même si peut-être que cette idée se profile quelque part, mais on ne les publie pas. On ne vous invite on ne vous invite plus à des colloques dans le monde universitaire, je veux dire. On ne Mm. publie pas vos livres,
Mais c'est pas un problème parce que je crois que dans la multitude de maisons d'édition, si vous n'êtes pas publié par Gallimard, eh bien, vous pourrez toujours être publié par autre chose. C'est ça, d'ailleurs, qui montre qu'on n'est pas encore tout à fait fini ici. Mm. Dernier exemple, deux derniers exemples qui m'ont d'ailleurs, qui m'ont pas étonné, c'était le refus des PUF de publier le livre sur le wokisme qui a été dirigé par Mm. Xavier Laurent Salvador. Euh, Parce que ils l'ont finalement publié, mais il y avait des discussions, il y avait des négociations, parce qu'il y avait des pressions, etc., etc. Mon amie Sonia Zadig a fait un travail important sur les apostats dans l'islam. Ce livre aussi n'a pas été publié par les PUF parce qu'on ne sait pas pourquoi. On sait très bien pourquoi, parce que ça peut heurter, ça peut amener des menaces, ça peut faire exactement ce qui s'est passé avec Laurence Bergeau-Bléclair. Et ça, les éditeurs ne le veulent pas. Ils ont peur. Il Mm. y a ça. Et donc, vous avez tout un tas de moyens de pression de ce genre-là. C'est les moyens de pression qui peuvent agir sur la faible psyché occidentale. Et je le dis presque avec une certaine ironie, peut-être sans amertume, parce que permettez-moi de citer mon grand ex-compatriote Vladimir Bukovski, qui a quitté la Russie et qui a écrit, après avoir vécu en Occident, la chose suivante. Je cite de mémoire son livre qui s'appelle, je crois, j'ai oublié le titre, Les Leurs de la liberté, non, la douleur la douleur lancinante de la liberté. Donc, il cite, et je cite, il dit, dans la société totalitaire, nous étions confrontés au mur de béton. Mais avec un peu de volonté, et même un peu beaucoup de volonté, on pouvait le percer. Dans la société occidentale, nous sommes entourés de murs de coton. Et c'est Mm. bien pire que ce qu'on a vu dans la société totalitaire. Et c'est à peu près ce qui se passe. On vous montre du doigt, mais c'est pas très grave. C'est des petites choses qui font que vous soyez censuré. Par exemple, Georges Bensoussan, l'historien, le grand historien qui parle souvent du conflit israélo-palestinien, n'est jamais invité sur les chaînes publiques. Il est Mm. invité ailleurs, mais pas sur les chaînes publiques. Les gens qui peuvent vous parler de l'islam ne sont jamais invités sur les chaînes publiques. On l'évite. En revanche, toutes sortes de pseudo-experts dans différents domaines, que ce soit le féminisme, l'inclusivisme, etc., l'islamophobie, etc., etc., ils y sont. Donc, vous avez quand même ces moyens de pression sur les personnes qui ne conviennent pas, qui ne correspondent pas à l'idéologie dominante. Donc, Ouais. c'est plus soft dans les sociétés totalitaires. Il y a les moyens de contourner cette censure, mais bien sûr qu'elle existe. Ouais, je comprends. Je voulais ensuite justement vous poser la question que vous réclamiez presque. Quel est le rôle des intellectuels dans cette possibilité d'ostracisation de certains de leurs collègues intellectuels qui finalement ne pensent pas correctement sur telle ou telle question ou sur d'autres personnes évidemment? Oui, c'est vrai, Cyril. Je vous ai demandé de me poser cette question parce qu'il me tracasse depuis que j'ai découvert l'université et puis le comportement de ce qu'on appelle le monde intellectuel. Je parle des intellectuels qui font les métiers intellectuels et qui se réclament comme tels. En fait, Ouais. je vous dis, tout ce que j'ai observé ici en France à l'université me fait dire que nous vivons nous Français aujourd'hui ici en France, dans une sorte d'union soviétique islamisée. Ouais. Ça, c'est mon hypothèse à propos de la France. Il y a bien sûr des raisons pour dire cela, mais quel est le rôle des intellectuels dans toute cette histoire, dans tout ce qui nous arrive, ce dont on a parlé? Il m'est arrivé un jour de lire un ouvrage de Ralph Dahrendorf, qui est un sociologue allemand. Je crois que le livre n'est pas traduit en français. Il s'appelle Die Versuchungen der Unfreiheit, la séduction de la non-liberté. Et c'est un livre très intéressant où il parle des intellectuels du XXe et du XXIe siècle qu'il divise en plusieurs groupes. Donc, il définit le rôle de l'intellectuel, c'est celui qui doit penser et pas plaire, parce que c'est quand même le défaut de beaucoup de gens de vouloir plaire, on ne peut pas penser et plaire. Et c'est aussi, il rappelle aussi que la liberté est conquise souvent par la pensée intellectuelle au prix du sang, et que il faut la garder cette liberté. Et peut-être que il faut payer ce prix dur.
les gens ne veulent pas le faire, pas souvent. Donc, il oppose plusieurs types d'intellectuels les uns aux autres. Par exemple, il prend Raymond Aron, Karl Popper et Isaiah Berlin comme les intellectuels qui vont contre-courant. Et justement, il donne Sartre comme quelqu'un qui incarne les idéologies dominantes, etc. Et donc, c'est un livre intéressant à lire. Et il propose la ligne éthique des intellectuels. Vous pouvez produire des idées, mais vous pouvez être un trouillard absolu. C'est d'ailleurs ce que je vois avec mes collègues souvent qui m'écrivent, oui, on est d'accord avec toi, mais tu comprends la carrière, la carrière. Et donc ça, je comprends. Je comprends que bien sûr que c'est très important. Et ça me fait penser à une fable que raconte Václav Havel dans un autre livre, Le pouvoir des sans-pouvoirs. Je me rappelle que Václav Havel était le président de la Tchécoslovaquie de l'époque. C'est un poète, un homme des lettres, un penseur, un philosophe. Et donc, dans ce livre, il raconte la fable suivante. C'est la fable du marchand de légumes. Donc, ce marchand de légumes reçoit des légumes dans son épicerie, il ouvre les cartons et dans les cartons, il trouve un slogan, une banderole qu'on lui propose de mettre sur ses murs. Les prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Donc, le fameux slogan communiste que nous savons tous. Eh bien, donc, il le met sur les murs de son épicerie et voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire, même s'il ne pense pas ça? Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce slogan. Nous sommes déjà dans une époque, c'est les années 80, donc on sait beaucoup de choses sur le communisme. Et il le fait quand même. Je traduis. C'est pas moi, c'est Václav Havel qui le traduit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, non pas que je suis d'accord avec l'idée que tous les prolétaires doivent se réunir. Ça veut dire, je suis obéissant. Je suis loyal à la pensée dominante. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'il ne peut pas dire je suis un salaud et un lâche qui soutient l'idéologie crapuleuse. Non, mais il montre par le fait de mettre ce slogan, cette banderole sur son mur, qu'il soutient cette idéologie. Et donc, vous avez à l'université les producteurs des idéologies crapuleuses, dont on a parlé ici, et vous avez une très grande masse qui se tait pour des raisons tout à fait différentes. Carrière, peur, ostracisme, la méconnaissance de la réalité, etc. Et donc, ce sont eux qui collaborent, et vraiment, j'insiste là-dessus, par leur silence avec ceux qui diffusent ces idéologies. Je ne sais plus qui a dit, parlant des islamistes, que donc ceux qui collaborent avec les coupeurs de tête, je ne me souviens plus quelle était la phrase, mais enfin si on collabore avec eux, les coupeurs de langue, les censeurs, on devient collabo des coupeurs de tête, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est ça la citation. Et donc, on n'est pas toujours en train de couper les têtes, quoiqu'on a bien vu que ces dernières années, on en coupe pas mal quand même. Mais tous ces gens-là, par leur silence, ils contribuent à la création de cette atmosphère lourde dont ils souffrent eux-mêmes. Mais comme le dit vendeur de légumes, ils ne peuvent pas en sortir parce qu'ils ont peur. Ouais. Et leur rôle est très grand, parce que je pense que c'est surtout eux, et non pas les producteurs des idées, qui le font. Quand j'étais jeune, je demandais à mes parents comment ça se fait que le communisme, avec toutes les atrocités qu'on a connues, les membres de famille qui ont péri dans les prisons communistes, comment ça se fait que, même si la plupart savaient que ce n'était pas vrai, s'est installé? La réponse de mes parents était très simple, le silence des masses. Ouais. Et donc, c'est le silence des masses qui amène à cette collaboration passive où finalement on devient complice parfois des crimes. Donc, c'est ça le rôle des intellectuels que pratiquement à l'université, on voit des foules, des gens comme ça. D'accord. Alors, je voulais passer à un autre sujet. Vous avez un chapitre assez long et assez intéressant, même très intéressant, que j'ai trouvé, c'est le rapport entre, alors c'est peut-être parce que c'est votre spécialité, mais entre le langage, le contrôle des mots, le contrôle du langage, le changement du sens des mots, et finalement la réinvention par ces méthodes, la réinvention du réel. Alors, je voulais savoir déjà si, quand vous parlez de cela dans votre livre, vous parlez de justement ce rapport entre idéologie, propagande et langage. Est-ce que vous parlez de la novlangue de George Orwell finalement? Oui, bien sûr, tout était dit par Orwell, mais Orwell s'est aussi inspiré d'un autre écrivain russe, Yevgeny Zamyatin, qui a écrit un roman Nous autres. Il est moins connu en Occident, mais il porte sur ce phénomène du vidage du langage, du sens des mots. Et on assiste à ça aussi.
Mais souvent, on entend, oui, c'est presque orwellien, etc. Mais encore une fois, tout en connaissant les mécanismes de ce travail sur le langage, et ça, je le vois aujourd'hui beaucoup quand on parle de la colonisation, apartheid et génocide, on le voit très bien, on voit très bien comment ça marche. C'est-à-dire que vous avez un sens de mot qui progressivement, grâce ou à cause des usages volontaire le charge d'un sens tout à fait différent, ou le désémantise, le vide de son sens, lui attribue un sens nouveau, et vous appartenez le contraire de ce que le mot voulait dire au début. C'est pour ça que Orwell dit la liberté, c'est l'esclavage. Donc on en arrive là. C'est-à-dire que ça peut être, les exemples peuvent être donnés à propos de beaucoup de mots. Je vais prendre le mot apartheid. On l'entend très souvent à propos d'Israël. Et j'ai montré brièvement pourquoi c'était absolument faux. Mais en fait, quand on regarde le fonctionnement de ce mot, on voit que même dans les années 60, vous avez les féministes qui, elles parlent plutôt des rapports entre les hommes et les femmes, elles utilisent ce terme. Par exemple, une psychanalyste, grande psychanalyste, Luce Irigaray, grande parce qu'elle est connue, elle dit, mais il s'agit dans ses écrits de l'apartheid sexuel. Mm. Donc, le terme apparaît déjà dans un contexte qui n'a strictement rien à voir avec la réalité. Vous avez ce terme quand on parle de l'apartheid sanitaire. C'était très souvent dit pendant la crise du Covid. Et vous avez bien évidemment le noyau, c'est Israël. Il y a l'apartheid en Israël. L'apartheid, c'est la ségrégation. Bien évidemment, ça ne correspond absolument à rien dans la réalité, mais ce terme a perdu son sens initial, le mot vient de Fricance d'ailleurs, et il est utilisé n'importe comment. C'est exactement la même chose à propos de tout. Tous les mots, la démocratie, la démagogie, le populisme, ce sont des termes plus idéologiques parce que si vous prenez le mot chaise, il n'a pas autant d'importance, c'est un objet concret, il va pas subir toutes les déformations dont on parle. Vous avez parlé du mythe à l'Andalous, le terme vivre ensemble. Mm. Qu'est-ce que c'est beau, vivre ensemble. Yana, vous parlez d'un mot, pardonnez-moi, dans votre livre qui me semble intéressant pour parler d'une autre idéologie qui est très prégnante actuellement, c'est le mot bienveillant. On parle beaucoup de bienveillance. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de l'aura autour de ce mot et du changement de sens qui a été opéré? Alors, je vous donne un exemple très concret de la bienveillance. Je l'ai rencontré à l'université. Comme je vous dis, c'est un terrain formidable de toutes les observations. En Mhm. 2018, les facs françaises ont été bloquées parce que ça concernait le changement de plateforme, le changement de passage à un autre régime. Bon, bref. Et dans les blocages des facs, on a pu entendre toutes sortes de choses. Quand on a parlé de la manière d'évaluer les étudiants, c'est ça où le mot m'a frappé, la préconisation était soyez bienveillants. Mm. Et ça a été interprété par beaucoup de mes collègues, pas tous, bien évidemment, comme être consentant à ce que demandent les étudiants. Les Mm. étudiants, enfin en tout cas les représentants des étudiants ont demandé de mettre 20 à tout le monde, 20 sur 20 à tout le monde, comme preuve de notre bienveillance, soutien de leur mouvement. Ils ont appelé ça bienveillance. Dans l'échange entre les collègues, le terme a été prononcé plusieurs fois. Mm. Or, regardons la réalité. Quelle est la réalité derrière? Vous avez des étudiants qui ont beaucoup travaillé et qui méritent de bonnes notes. Vous Ouais. avez des étudiants qui n'ont rien fait du tout et qui ne méritent rien du tout, même pas zéro. Vous avez aussi beaucoup d'étudiants qui méritent les notes moyennes. Donc, c'est l'évaluation universitaire qui permet en fait d'attribuer les diplômes et puis former les élites. Alors, moi, j'ai appelé ce terme bienveillance dans ce contexte particulier mépris. Mm. Parce que ce terme, mépris et humiliation, c'est du mépris par rapport à tous ceux qui ont travaillé et qui méritaient des notes positives. C'est de l'humiliation, peut-être inconsciente pour les nuls qui ont pu obtenir 20, parce que c'est en fait, on s'en fout de ce que tu es. On te donne 20 et comme ça, nous passons pour les bonnes personnes. Donc, vous voyez, c'est aussi Ouais. ça qui est Ouais. important. Donc, il y a, dans cet exemple précis, vous avez plusieurs phénomènes sociaux. Vous avez du mépris mal caché. Vous avez aussi cette démonstration narcissique de soi qui montre, regardez comment je suis bien, regardez comment je défends les bonnes idéologies. Ouais. Nous avons aussi vu le terme bienveillance, peut-être pas en français, mais dans les prisons russes, on torturait les gens. On préconisait la bienveillance des rapports. Et donc, quand on vous préconise la bienveillance, il faut être toujours méfiant par rapport à ce terme, qui
important. La vraie bienveillance, elle existe. Mm. C'est une valeur éthique et humaine. Mais quand je reçois un message de l'université qui dit il faut être bienveillant et considérer que les étudiants sont fatigués au bout de certaines heures de cours et qu'il faut qu'ils se désangoissent en prenant leur téléphone et regardent leur message, ça, c'est de la bienveillance. J'ai lu ce message à mes étudiants en disant comment vous considérez ce message? Comme du mépris. Ouais. On en est là. C'est aussi un masque ou une sorte de camouflage discursif des pires intentions qu'on puisse avoir. Parce que souvent, quand je dis à un collègue, c'est pas le cas de l'université, parce que c'est très rare de congédier des collègues, mais par ailleurs, on explique qu'on le fait par la bienveillance à l'égard de la société ou à l'égard de l'entreprise dans laquelle on est. Mm. Un autre exemple que je donne dans mon livre, c'est la fiche Google qu'il faut remplir quand vous créez votre entreprise. Mm. Dans cette fiche, il faut cocher est-ce que vous êtes bienveillant à l'égard des LGBT+, etc., etc. Mm. Vous avez la liberté de cocher ou de ne pas cocher cette case. Mais si vous ne la cochez pas, quel est le signal que vous donnez? Ça ne veut, vous dites, moi, je m'en fous. Si vous êtes électricien, le client qui vous appelle, ça vous est égal. S'il est LGBT, pas LGBT, vert, jaune ou je ne sais pas quoi. Mais si vous ne le faites pas, ça veut dire que dans la fiche de votre entreprise, vous apparaissez comme homophobe, salaud, racaille, extrême droite, etc. Donc, c'est un terme qui permet de jouer très finement sur exactement l'idéologie dominante, tout en permettant de séparer les bons des méchants. Ouais, tout à fait. Alors, on va arriver à l'avant-dernière question parce qu'on a beaucoup discuté et on a beaucoup balayé de choses et vous avez été très didactique, donc c'est très bien. Mais on est sur un format qui va faire 1 heure et demie, donc pour pas trop alourdir le format, je voulais arriver à une question où je me fais l'avocat du diable. Euh, Simplement, je vais faire référence, vous y faites référence rapidement dans votre livre à Édouard Bernays, et dans Propaganda, il nous explique que oui, la propagande, elle existe, on peut modifier la perception des gens, mais il y a aussi des propagandes justes. Et comment on peut faire la différence entre les bonnes propagandes et les mauvaises propagandes? Édouard Bernays, je crois, prend l'exemple des enfants qu'on ne doit pas mettre sur le ventre, sinon ils s'étouffent. Et il dit on a déployé une propagande pour dire qu'il fallait faire dormir les nouveau-nés sur le côté pour qu'ils s'étouffent pas. Et du coup, on a eu moins de nouveau-nés qui sont morts. Ça, c'est un exemple de bonne propagande. Comment on fait pour voir la différence entre une bonne et une mauvaise propagande? C'est une très bonne question et je prétends pas avoir la réponse exacte en disant je sais où est le bien, où est le mal. Je vous donnerai moi-même dans le livre, je donne un exemple de ce que je considère être une bonne propagande. Une bonne propagande, c'est celle qui ne nuit pas les autres et qui ne vous manipule pas. Alors vous allez me dire, mais oui, mais comment on trouve la manipulation? Et peut-être qu'on peut manipuler pour la bonne cause. Je serais d'accord avec vous parce que Tchakotine, dans son livre Le viol des masses par la propagande, parle aussi de la contre-propagande, de la bonne propagande qu'il a créée pour contrer le nazisme. Nous sommes d'accord que le nazisme est une idéologie mortifère, meurtrière, abominable, qu'il a fallu contrer, mais ça n'a pas été, la dénazification n'a pas été faite uniquement par la bonne propagande. Passons, c'est un exemple. Je donne un exemple de mon poète russe préféré, Joseph Brodsky, prix Nobel de la littérature, qui a dit, s'il faut faire de la propagande, il faut faire la propagande de la poésie, parce que c'est la quintessence du langage, ça permet aux gens de toucher le beau, Mm. euh, le juste, le vrai dans le langage. Et évidemment, sa poésie étant absolument sublime, je pense que là, on est dans le cas de la bonne propagande qui oblige l'être humain à, à être près du symbolique. Le symbolique est commun à tous les humains, parce que l'amour de la poésie, c'est quelque chose qui est propre à l'homme, si on l'aide à le faire. Alors, vous avez aussi de la bonne propagande qui va vous parler de la santé. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué parce que la propagande qui vous dit mangez 5 fruits et légumes par jour, c'est bon pour votre santé. Alors là, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, elle ne nuit pas, celle-là. C'est une question à laquelle il faut réfléchir. Quels sont les critères de la bonne et la mauvaise propagande? Déjà d'emblée, on peut dire que la bonne propagande n'amène pas à la violence. La Mm. bonne propagande n'amène pas à la manipulation et elle ne manipule pas les faits. Mm.
Et encore, je concède que peut-être pour, je ne sais même pas répondre à cette question très exactement. J'ai le droit de ne pas savoir. Bien Après, sûr. après tout, voilà. Donc il y a peut-être il y a peut-être à se dire que quand on n'est pas manipulé, quand on n'est pas amené à agir violemment, quand on n'est pas, mais là par contre, quand on sait qu'on n'est pas dans le mensonge, on ne peut pas savoir parce que parmi tout ce qu'on a dit et passé en revue, il y a plein de gens qui croient, qui pensent qu'ils savent, parce que ce sont les sachants qui disent. Donc, les critères de la bonne propagande restent à élaborer. On va dire ça de cette manière. D'accord. La dernière question, même si vous y avez un petit peu répondu tout au long de cet entretien, est-ce que vous pourriez conclure en nous disant finalement, si on veut résister, si on est monsieur tout le monde et qu'on vient de tomber sur cet échange et qu'on est d'accord avec Yana et puis qu'on se dit, bah, finalement, elle a raison, mais moi j'ai envie que ça bouge, qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour lutter contre les propagandes que je juge comme étant des propagandes néfastes et que je vois se déployer dans mon pays, mais je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire au quotidien? Ah, c'est une question qui s'adresse à quelqu'un qui va appeler à l'action. Alors, la seule action à laquelle j'ai le droit d'appeler, c'est l'action de réflexion et de la pratique de l'esprit critique. Et c'est très difficile, nous ne pouvons pas être partout. Je suis obligée quelque part de faire confiance à d'autres qui ont travaillé sur le sujet. Je ne peux pas tout savoir. Mais Ouais. en tout cas, je peux déjà réfléchir et voir si la réalité correspond aux faits. Alors vous allez me dire, mais parfois on est tellement, on porte tellement les lunettes des idéologies qu'on ne voit pas cette réalité. Donc il faut essayer de, à chaque fois qu'on vous vend une vérité, de demander des arguments rationnels. C'est la seule chose qui nous reste et de le faire à un niveau personnel. Pas la peine d'aller faire, je ne sais pas moi, des manifestations dans la rue, mais essayer de se parler à soi-même en disant est-ce que je suis clair là-dessus? Est-ce que je peux poser des questions pour être plus clair? Et donc, poser des questions, c'est aussi un type de résistance. Poser des questions et comparer les réponses. Parce que, comme on dit, tout ce que je vous ai raconté ici, ça peut être critiqué, ça peut être controversé, comme m'a dit le fameux collègue qui a déconseillé la lecture de mon livre, mais ça appelle le débat contradictoire. Et la contradiction est nécessaire. Et donc la contradiction, en tout cas dans notre ère culturelle pour l'instant, elle se fait avec les arguments et les faits qu'on peut vérifier sur le terrain. Donc, c'est le travail quotidien. On peut le faire quand on est à un dîner en ville, quand on est avec les copains dans un club de sport ou quand on discute avec son boulanger qui a aussi plein d'idées sur le monde. D'accord, merci. Euh, Quand même une petite question bonus, c'est une question que je pose à chaque fois parce qu'on est quand même sur une chaîne qui massivement et régulièrement présente des livres, comme on l'a fait aujourd'hui avec vous. On a présenté ce livre-là, La fabrique des discours propagandistes contemporains. Et à part ce livre-là que moi je conseille et dont je mettrai le lien pour pouvoir l'acheter, parce que c'est un livre qui est, encore une fois, je le répète, nécessaire selon moi. Quel livre vous conseilleriez, même si vous avez fait déjà quelques recommandations, mais quel livre vous conseilleriez à quelqu'un qui a envie justement, eh bien, de s'instruire, déguiser ses armes intellectuelles pour pouvoir, eh bien, justement, pratiquer l'esprit critique auquel vous nous appeliez? Un livre sur la propagande ou sur un des sujets qu'on a traités. Peu importe, sur les livres que vous jugez nécessaires aujourd'hui, à notre époque, et qui vous paraissent être de bonne lecture, en fait, de saine lecture. Alors, je vais conseiller un livre qui m'a beaucoup inspiré pour l'écriture du mien, et c'est le livre de Jacques Ellul qui s'appelle Propagande au pluriel. C'est un livre fondamental pour comprendre comment fonctionne la propagande totale, la propagande en général, et comment ça fonctionne dans notre société, sachant que Ellul écrivait avant l'apparition des réseaux sociaux. Mais c'est la base pour comprendre tous les concepts que j'ai développés par la suite dans mon livre. Donc Jacques Ellul, Propagande. D'accord. Ben écoutez, Yana, il me reste à vous remercier pour votre disponibilité. Merci pour l'écriture de votre livre qui fut une lecture très enrichissante, très intéressante et très dense pour moi. Donc un très très bon livre. Et
eh bien, écoutez, j'attendrai votre prochain livre avec impatience. En attendant, eh bien, je dirige tous les téléspectateurs vers votre chaîne YouTube. Pareil, je mettrai le lien en description. Et merci de faire ce travail parce que, eh bien, c'est toujours un plaisir de voir vos interviews et de voir comment, eh bien, vous nous faites découvrir des gens formidables qui nous aident justement à aiguiser notre esprit critique. Merci à vous, Yana. Merci beaucoup, Cyril. Je vous retourne le compliment. Quand on regarde votre chaîne, on s'instruit aussi et on lit beaucoup de choses dont on n'aura pas entendu parler s'il n'y avait pas vous. Donc, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.